Bonjour et bienvenue dans la saison 2 de Localocratie. Je suis Xavier Marichal. Au sein du service public de Wallonie Intérieur et Action sociale, Séverine Carcot gère la cellule Élections et participation et encadre notamment l'accompagnement des pouvoirs locaux dans la mise en œuvre de dispositifs participatifs. C'est donc avec elle que se conclut la saison 2 de Localocratie, consacrée aux mécanismes participatifs dans les communes wallonnes. L'occasion de prendre un peu de recul sur les différentes approches possibles et de se rendre compte de ce qui est le plus ou le moins utilisé par nos communes. Bonne écoute. Bonjour Madame Carcot. Bonjour. Merci de me recevoir au sein du SPW Intérieur et Action sociale. Je vais peut-être dans un premier temps vous laisser vous présenter ainsi que la cellule que vous animez. Bien, merci. Je travaille au service public de Wallonie Intérieur et Action sociale, donc qui a la tutelle sur les pouvoirs locaux. Et au sein de ce SPW, je coordonne la cellule Élections et participation, dont la principale mission est d'organiser les élections communales et provinciales, qui est le premier rendez-vous démocratique, et qui accompagne également les pouvoirs locaux dans la mise en place de dispositifs participatifs. Donc à cet égard, il y a plusieurs activités, à savoir d'abord des missions de conseil et de suivi des dispositifs participatifs qui sont mis en place sur le territoire wallon, mais aussi la production d'outils pour aider ces pouvoirs locaux à mettre en œuvre les dispositifs, comme par exemple la production de guides. Et nous avons produit 2 guides consacrés au budget participatif et au conseil consultatif. Et nous ferons dans les prochains mois évoluer le portail des élections vers un portail dédié à la participation citoyenne. Ensuite, nous instruisons aussi, puisque nous sommes une institution qui effectue de la tutelle, donc dans le cadre de la tutelle générale d'annulation, nous instruisons pour le compte du ministre des Pouvoirs locaux les recours qui concernent les dispositifs participatifs. Et enfin, en tant qu'observateur du dynamisme démocratique sur le territoire, nous formulons des recommandations auprès du ministre pour qu'il puisse orienter ses politiques en matière de participation. Et donc, j'imagine que le ministre, quand il reçoit des recommandations, que ce soit par rapport aux élections ou des mécanismes participatifs, c'est dans le but de modifier notre fameux CDLD, donc Code de la démocratie locale. Non, je m'en mêle les pinceaux. Code de la décentralisation. Non. Je m'en mets doublement les pinceaux. Le Code de la démocratie locale et de la décentralisation. Qui évolue avec le temps, notamment sur base des analyses et des retours de terrain que vous collectez alors. Tout à fait, notamment, et des orientations politiques et aussi des expériences et enseignements qu'on peut tirer des expériences de terrain, que ce soit en Belgique, mais parfois à l'étranger. Alors, élections, je ne vais pas dire qu'on va les mettre de côté, mais au niveau communal, provincial, c'est pour encore dans quelques années. Cette saison-ci de Localocratie se focalisait justement sur les mécanismes participatifs, la manière dont on appelle parfois la démocratie citoyenne participative peut se mettre en œuvre. En Wallonie, c'est régi par ce fameux CDLD, avec donc différents mécanismes sur lesquels vous conduisez vos analyses ou vous fournissez du conseil, de l'appui aux différentes communes. Oui. Est-ce qu'on peut peut-être les repasser succinctement en revue, puisqu'on en a vu quelques-unes au micro de Localocratie au gré des rencontres, mais je trouve intéressant d'avoir une approche structurée, puisque c'est bien ça votre rôle, c'est de structurer l'ensemble de ces mécanismes. Oui, mais donc dans le code de la démocratie locale et de la décentralisation, pour l'auditeur ou l'auditrice, en fait, c'est le code qui régit l'élection, l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs locaux en Wallonie. Eh bien, on retrouve 4 dispositifs participatifs. Le premier est l'interpellation citoyenne, qui permet à un ou une citoyenne d'interpeller le collège communal lors d'une séance du conseil communal. Nous retrouvons ensuite le conseil consultatif communal, qui est une instance qui formule des avis
auprès des institutions communales et provinciales. Nous retrouvons aussi la consultation populaire locale et enfin le budget participatif. Et en filigrane derrière tout ça, parce qu'on a été rencontrer des acteurs de cet aspect-là, l'accès à l'information, mais qui n'est pas une action spécifique, qui fait vraiment partie du code sur le fait que tout citoyen doit pouvoir demander à sa commune l'accès à une série d'informations ou le recevoir de manière spontanée avec la publication de l'ordre du jour du conseil communal ou des permis octroyés, etc. en fait. Tout à fait. Il s'agit de transparence démocratique qui trouve à s'appliquer dans la publication, comme vous l'avez dit, à savoir des délibérations et d'autres documents institutionnels. Alors ces différents mécanismes participatifs, c'est quelque part relativement nouveau. En tout cas, c'est quelque chose qui n'existait pas dans le code il y a plusieurs dizaines d'années. Et donc j'imagine qu'au sein de votre cellule, il y a vraiment une attention permanente de voir comment ça se traduit sur le terrain. Vous parliez d'appui, j'imagine que pour des communes ou des collèges qui ont envie d'utiliser tel ou tel mécanisme, c'est pas toujours facile entre l'intention telle que décrite dans le code et la manière concrète de mettre ça en œuvre. Évidemment. Et donc périodiquement, nous menons des enquêtes auprès des pouvoirs locaux pour un peu évaluer l'étendue de ces dispositifs sur le territoire. Et la dernière date de 2021. Donc nous sommes adressés aux pouvoirs locaux pour recenser le nombre de dispositifs qu'ils avaient mis en place. Et ce qu'on a pu observer sur un total de 77% de réponses formulées par les communes, c'est que le mécanisme des conseils consultatifs est le plus plébiscité. C'est le mécanisme qui est le plus répandu sur les territoires et singulièrement les conseils consultatifs communaux des aînés. Ah oui. Puisque historiquement, ils avaient bénéficié de soutiens régionaux pour se mettre en place et aussi dynamiser leur activité. Et puis, il faut aussi reconnaître le rôle de l'institution provinciale en la matière qui coordonne sur le territoire l'action de ces conseils consultatifs communaux des aînés. Qui est un enjeu également de société bien identifié au niveau des communes quand l'âge moyen de la population grandit à différents endroits. J'imagine que c'est aussi une préoccupation plus présente peut-être qu'il y a 50 ans. Oui. Mais donc si je vous entends bien, il y a plus de commissions consultatives des aînés que de conseils des jeunes ou que d'autres commissions consultatives sur différents sujets? Oui, c'est le conseil consultatif qui est le plus représenté, mais qui n'exclut pas d'autres conseils consultatifs sur un même territoire. On peut retrouver sur un sur un même territoire un conseil consultatif des aînés, un conseil communal des jeunes. Ça c'est une autre, des enfants, c'est aussi une autre dynamique qui a pour but de sensibiliser à la citoyenneté des enfants de l'école primaire. Mais on a aussi des conseils consultatifs communaux intergénérationnels, c'est intéressant, qui fait communiquer des personnes, des citoyens de différentes générations. Et ça, c'est vraiment des communes qui ont pris l'initiative parce que ça ne figure pas tant que tel dans le code, de ce genre de conseil. Non. Donc c'est vraiment une innovation pour amener plus de dialogue Oui, pour amener plus de dialogue. Ok. Avec des problématiques qui peuvent des problématiques qui peuvent se poser à différents publics de la même manière. Si on pense à l'accessibilité, par exemple, les personnes à mobilité réduite, elles rencontrent des problèmes qui peuvent être communs en fonction de l'âge ou pas. On pense aux parents avec des enfants en bas âge et une poussette ou à une personne en chaise roulante. Voilà. Oui, donc en fait, dans l'esprit du code, certains parviennent à trouver des manières d'aller plus loin pour finalement plus de dialogue citoyen sur des problématiques spécifiques. Mm-hmm. Alors ça, c'est un des 4 piliers, c'était le côté commission consultative. Vous avez évoqué l'interpellation citoyenne. On a aussi un peu des statistiques. Finalement, aujourd'hui, c'est une obligation de la permettre. Oui, c'est une obligation. C'est pourquoi on ne s'étonne pas du chiffre qui est issu de notre analyse et qui démontre que 76% des communes, en 2021, avaient eu à organiser une interpellation citoyenne. Oui, c'est ça. Ouais. Parce que ce mécanisme existe, mais n'est pas toujours activé. Oui, il appartient aux citoyennes ou aux citoyens de décider d'user de ce droit pour
effectivement faire la démarche d'interpeller le conseil communal. Ouais. Mais donc en fait, c'est quand même utilisé au moins une fois par an l'année où vous aviez fait cette Oui. enquête. Très bien. Il y a des enseignements particuliers sur ce côté-là? Vous voyez une évolution quelconque? C'est quelque chose d'assez formel qui bloque parfois les citoyens, mais d'un autre côté qui est très utile. Ça leur permet d'amener sur la table des sujets radicalement nouveaux auxquels le Conseil ne pensait pas forcément spontanément. Nous sommes très peu interpellés sur... c'est le cas de le dire, sur cette question. C'est qu'on imagine que c'est un mécanisme qui roule. Oui, qui est clair et finalement qui... Vous voulez dire que vous avez plus d'interpellations sur les commissions consultatives, etc., parce que c'est parfois plus difficile à mettre en œuvre pour une commune? Ce n'est pas spécialement plus difficile, mais c'est-à-dire que nous sommes peut-être plus confrontés au fonctionnement des conseils consultatifs, mais pas parce qu'il y a des difficultés, mais parce que nous sommes invités par cette plateforme provinciale, parce que nous avons produit ce guide qui nous ont amenés à les rencontrer. Donc, Ah oui, d'accord. Troisième élément, le budget participatif. Ça aussi, c'est relativement récent. Mm-hmm. Il y a aussi des perspectives ou une mise en chiffres quelconque de ce point de vue-là? De l'enquête est ressorti que 36% des communes avaient mis en place un budget participatif. Mm-hmm. C'est quand même un mécanisme qui commence à prendre de l'ampleur. Avec des retours spécifiques ou des demandes d'aide spécifiques? Parce qu'on voit une vraie variété dans la manière dont c'est implémenté. Finalement, de nouveau, le CDLD, il en définit l'autorisation de mettre une enveloppe à disposition d'un choix citoyen. Oui. Charge à chaque commune de rentrer dans sa pratique à elle. C'est-à-dire que si on suit la lettre du code, le budget participatif tel que défini doit être organisé de manière très stricte puisqu'il est réservé aux comités de quartier ou à des associations qui sont dotées d'une personnalité juridique, ce qui peut limiter le dispositif, mais on peut voir sur le terrain que le budget participatif prend d'autres formes et pour autant qu'elle respecte un certain nombre de grands principes, ne suscite pas de difficultés particulières. Oui, c'est ça. Ce qui vous importe, ce qui importe au SPW et finalement aux législateurs wallons, c'est plus l'esprit que le détail. Parce qu'effectivement, moi j'ai vu autour de moi pas mal de propositions, de projets dans des budgets participatifs qui émanent plutôt de groupes de citoyens relativement informels, sans cette personnalité juridique. Et ça n'a pas l'air de déranger personne, mais c'était orchestré avec un jury, un dossier... Oui. Puisqu'il y a une procédure qui a été définie, qui est respectée, transparente, et donc c'est ce qui lui donne sa légitimité. Oui. Et c'est là-dessus que vous êtes parfois interpellé? Oui. En tout cas, c'est un gros point de veille pour vous, c'est cette transparence et la procédure finalement qui assoit la légitimité? C'est-à-dire qu'on doit veiller à ce que la procédure soit encadrée, et donc un certain nombre de principes soient respectés dans le cadre de la mise en œuvre. Et c'est d'abord justement l'élaboration de ce cadre. Quand on lance un dispositif participatif, il est bon de prévoir un règlement pour qu'on puisse informer les citoyens des règles du jeu et des droits qui leur sont donnés quant à la participation. Et donc, vous devez notamment alors, j'imagine, au service du ministre des Pouvoirs locaux, mais valider le règlement qu'une commune a mis au point au conseil communal pour son budget participatif? Non, nous ne validons pas le règlement. Donc nous intervenons à la demande, parce que nous sommes au service des communes. Et quand elles ont un doute, il arrive qu'elles nous sollicitent pour un avis. Et donc nous examinons leur texte par rapport à un certain nombre de principes de droit, que sont justement le respect du processus décisionnel de la commune. Donc de veiller à ce que le conseil communal se prononce sur le règlement, donc adopte le règlement. On veille aussi à ce que l'information qui soit délivrée aux citoyens soit objective, claire. Nous veillons aussi, nous attirons l'attention des pouvoirs locaux au respect du RGPD.
qui j'imagine réintervient dans à peu près tous les aspects participatifs, puisqu'on est en contact direct avec des citoyens qui donnent des idées, leurs noms, leurs coordonnées. Tout à fait. Qui délivrent des données personnelles et donc qui doivent consentir à l'exploitation de ces données. Ça rajoute une belle couche administrative, ça, quand même, pour les communes, ou ça a l'air d'aller jusque-là? Ça va, enfin, ça se passe bien sur le terrain. Mais en veillant à être bien dans les clous de cette législation européenne. Oui, mais qui commence, qui maintenant semble bien intégrée au niveau des administrations. Oui. Et puis, quatrième pilier de cette participation citoyenne prévue dans notre code, la consultation populaire. Certains parlent parfois de référendum, mais en Belgique, ce n'est pas un référendum. En Wallonie, en tout cas, c'est une consultation populaire qui est prévue. Oui, donc c'est une consultation populaire locale, donc qui doit porter sur une question d'intérêt local et qui doit proposer aux participants une question à laquelle il faut répondre par oui ou par non. Et donc l'idée, c'est de prendre l'avis de la population sur une question bien ciblée, avec alors quoi d'autre? Il faut veiller à quels aspects si une commune veut mettre cette consultation populaire en œuvre? Une consultation populaire, c'est une élection, mais où on ne choisit pas des représentants, mais où on se prononce sur une question. Donc on peut imaginer qu'organiser une consultation populaire requiert le même dispositif que l'organisation d'une élection. Donc ça doit avoir lieu un dimanche, on doit voter sur un bulletin, dans un isoloir, et donc mobiliser un certain nombre de citoyens pour tenir des bureaux de vote et ensuite assurer le dépouillement. Ce qui est très clairement quelque chose d'assez lourd pour une commune à organiser, surtout que si elle le fait d'initiative, elle n'aura pas le soutien de la région comme elle l'a lors des élections générales. Ça dépend de ce qu'on entend par soutien, parce que la région est toujours aux côtés des pouvoirs locaux, et donc il nous est arrivé d'accompagner des pouvoirs locaux qui ont organisé une consultation populaire. Ok. Et donc tout ce formalisme, il est là pour vraiment s'assurer d'une vraie décision démocratique, en fait. Tout à fait. Et est-ce que vous n'avez pas le retour de certaines communes ou des questions sur les communes, sur des manières plus allégées de le faire? Parce que quand on voit l'énergie que demande l'organisation d'une élection, en vous entendant, on comprend peut-être mieux pourquoi, dans une série de communes, on voit plutôt des enquêtes, quelque chose qui est phrasé de manière plus informelle, mais sur lesquelles on peut se poser des questions de légitimité, justement. Est-ce que ce serait lié à la lourdeur administrative de mettre en place une vraie consultation populaire? Il est clair que le dispositif est lourd, donc j'imagine qu'il en rebute certains. Elles se sont déjà exprimées pour formuler des inquiétudes par rapport à la lourdeur du dispositif, et c'est vrai que nous voyons sur le terrain d'autres formes de consultation, mais qui ne peuvent donc pas porter le nom de consultation populaire, puisque celui-ci est inscrit dans le Code de la démocratie locale et de la décentralisation. Vous avez aussi, par rapport à votre enquête de 2021, des statistiques. J'imagine que c'est un mécanisme qui est nettement moins utilisé. Tout à fait, oui. On était à 14% en 2021. Vous parlez des autres types de dispositifs? Ou de la consultation populaire même? Donc le résultat de l'enquête montrait que 14% des pouvoirs locaux avaient organisé une consultation populaire. Maintenant, on avait 77% de réponses, donc il faut voir lesquelles avaient répondu. Et par contre, dans le domaine autres dispositifs, nous avions 55% des communes qui indiquaient avoir organisé d'autres dispositifs. Oui, donc inspiré ou plus ou moins dans le même esprit, mais j'imagine conduit d'une manière plus simple ou plus directe, et donc qui ne qualifiait pas de consultation populaire au sens strict. Ou même au-delà de la consultation populaire, il y a des tonnes d'autres dispositifs qui peuvent être considérés comme des dispositifs de participation citoyenne, et qui, avec un degré d'implication citoyenne qui est variable. Peut-être que certaines ont considéré une séance d'information comme un dispositif de participation citoyenne. Il y a d'autres dispositifs qui peuvent être considérés aussi comme des dispositifs de participation citoyenne. Et là, je pense aux
aux initiatives des gouverneurs de province de créer des cellules qui impliquent les citoyens dans la gestion de crise et dans la prévention des risques. Oui, tout à fait. Et qui a aussi une manière d'impliquer les citoyens, de les faire participer à l'organisation de ce genre de gestion, en fait. Oui, c'est ça, de devenir des réels acteurs de la gestion de crise et de la prévention des risques. Quels sont, de la perspective du SPW et donc d'un point de vue plus formel, et j'ai envie de dire, et légaliste, à votre sens, les grands enjeux et à la fois les grandes réussites de cette évolution des dernières années? Je pense qu'une des principales réussites, comme l'a démontré l'enquête de 2021, c'est que ces dispositifs sont activés sur le terrain. Donc ça veut dire que il y a une vivacité démocratique et cette vivacité conduit aussi à de l'innovation démocratique puisqu'on voit d'autres dispositifs qui ne sont pas dans ce cadre légal mais qui sont organisés. Et comme je viens de le dire, sont aussi une source d'inspiration. Donc c'est plutôt positif comme enseignement qu'on peut tirer. C'est ce bloc, entre guillemets, participatif au sein de notre code. Vous avez vraiment le sentiment qu'il est là pour durer et s'étayer, s'étoffer progressivement parce que la pratique vient confirmer que finalement c'est utile. Ça rencontre une partie des aspirations tant des élus que des citoyennes et citoyens. Oui, tout à fait. Et après, il ne faut pas non plus négliger tout l'intérêt de développer des initiatives hors du code. Parce que ce qu'on peut appeler la soft law peut aussi être intéressant en termes d'innovation démocratique. Vous pouvez éclaircir ce concept? C'est un mot que je n'avais jamais entendu. C'est-à-dire que là, il y a un cadre légal, mais il y a aussi des tonnes d'initiatives qui impliquent le citoyen, qui ne se retrouvent pas dans le code et qui n'ont pas intérêt à l'être parce que ce serait légiférer pour légiférer, cadenasser pour cadenasser. Oui, c'est ça. Et ce sont des initiatives, finalement, qui émergent au niveau local et qui n'ont pas forcément vocation à être généralisées de manière globale. Et votre rôle, alors, si vous êtes interpellé dessus, c'est d'aider la commune qui veut mettre en œuvre ou des personnes qui interpelleraient avec un regard plus critique, à ce que ça reste bien alors dans l'esprit de ce que prévoyait le code, c'est ça? En tout cas, c'est notre rôle. Mais certaines initiatives, je pense à la réunion d'information, elle n'a pas vraiment d'intérêt à être encadrée par un dispositif législatif. J'imagine que tout collège communal ose organiser les réunions d'information qu'il estime nécessaires. C'est vraiment sur ce côté consultation que vous avez le plus de sollicitations, de demandes d'avis ou de conseils? Non, pas spécialement. Pas spécialement la consultation populaire. On a aussi, après les élections, un certain nombre d'instances doivent être renouvelées. Donc les conseils consultatifs doivent l'être. Et donc c'est ce qui nous a beaucoup occupés durant le premier semestre 2025. Ah oui, parce que c'est des questions de renouvellement, d'appel à candidature pour les conseils consultatifs, respect de la parité, la manière de lancer des appels à candidature. Oui, s'assurer que tout ça est organisé de la bonne manière pour les 6 ans à venir. En fait. Voilà. Ah oui, on oserait dire qu'il y a une saisonnalité des outils participatifs de par la rythmique des élections. En fait. Tout à fait, puisqu'à partir d'un certain moment, on ne peut plus organiser de dispositifs participatifs, ce qu'on entre dans ce qu'on appelle la période de prudence, où les mandataires en place doivent faire preuve d'une certaine réserve. Est-ce que vous avez le sentiment que toute une série d'élus locaux ont envie d'aller encore plus loin et viennent vers le SPW avec des suggestions, ou vous avez l'impression que ça se passe plutôt au sein des partis et que c'est dans les partis qu'ils activent leurs parlementaires, leurs éventuels ministres, dans un souci d'encore plus de participation citoyenne? C'est difficile à dire parce que je ne pourrais pas donner un chiffre qui évalue la volonté politique au niveau local ou régional.
Nous sommes parfois sollicités par des communes qui, en réunion, sont soutenues par le pouvoir politique, mais très honnêtement, c'est compliqué d'en faire une généralité, d'en tirer des enseignements en termes de généralité. D'accord. Mais il y a quand même un moment où ça émerge, puisque c'est les 4 éléments qu'on vient de passer en revue, ils sont arrivés dans le code alors qu'ils n'y étaient pas auparavant. Donc il y a quand même une dynamique où à un moment donné, on se saisit politiquement d'une série de choses pour les inscrire, tantôt comme des possibilités, puisque finalement aucune commune n'est obligée de créer telle ou telle commission participative, tantôt vraiment comme des obligations, comme le droit d'interpellation. Donc cette dynamique, vous avez l'impression qu'elle naît d'où? D'une préoccupation plutôt globale de la société? Elle peut venir, elle a plusieurs origines. Elle peut venir aussi d'une volonté politique au niveau des partis qui font de la démocratie participative un enjeu important. Sinon, la restauration du lien de confiance entre le politique et le citoyen. Mais elle peut aussi peut-être parfois venir d'initiatives de terrain ou même d'exemples à l'étranger. On sait que le budget participatif nous vient de l'autre côté de l'océan et donc il a inspiré les Européens. D'accord, mais merci beaucoup. Merci pour ce survol finalement de ces 4 piliers, je ne sais pas comment vous les appelez, ou ces 4 volets de la participation citoyenne dans la démocratie wallonne. Que vous souhaitez beaucoup de travail, puisque ça voudrait dire qu'il y a beaucoup de gens qui veulent faire plus de démocratie, si vous avez beaucoup de sollicitations. Effectivement, nous avons été beaucoup sollicités ces derniers mois et nous nous en réjouissons. Nous avons en perspective justement de développer ce portail de la participation avec un recueil à la fois d'expériences de terrain, mais aussi de continuer à produire des outils au bénéfice des pouvoirs locaux. Il y a déjà une date de sortie plus ou moins prévue? Non. Alors, Localocratie verra bien relayer ça quand ce sera prêt, puisque j'imagine que c'est un travail de longue haleine. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci aussi, bon travail. Merci. Nous venons donc de reparcourir avec Séverine Carco les 4 mécanismes de base de participation citoyenne tels qu'ils sont prévus par le Code wallon. Ce sont ces mécanismes aussi qui ont été explorés dans les épisodes précédents de Localocratie. Même si il n'a pas été possible de discuter directement de l'interpellation citoyenne sans mettre en évidence ou en débat un point spécifique, c'est un mécanisme qui est utilisé à bon nombre d'endroits par des citoyennes ou citoyens qui prennent leur courage à 2 mains pour aller devant le conseil communal défendre un point d'intérêt général. Nous avons pu aborder, il y a déjà plusieurs mois avec Isabelle Quénier, la participation à une commission consultative qui réunit d'habitude autour d'un même sujet et des élus et l'administration et des citoyennes et citoyens de la commune. Nous avons évoqué avec Véronique Léonard, la bourgmestre de Gouvy, ce qu'impliquait une consultation populaire. Et j'étais donc même très surpris d'entendre Mme Carco donner un pourcentage élevé de communes qui font appel à ce mécanisme. Évidemment, pas chaque année, mais chaque fois que se présente un enjeu majeur dans leur territoire. Et puis, 4e aspect prévu par le Code, le budget participatif, que nous avons abordé en long et en large avec Périphéria et différents intervenants autour de ce mécanisme original, mais que la Wallonie a implémenté d'une manière différente de ce que prévoyaient les fondateurs originaux au Brésil. Dernier aspect que nous avons abordé en long et en large, mais qui est en filigrane derrière tout le Code, c'est celui de l'accès à la formation, tel que nous l'avait rappelé Diane d'Angis de Canopéa, mais qui n'est pas toujours à prendre pour acquis, comme nous l'a rappelé Claude Archer de Transparentia. En conclusion de toute cette saison, j'ai été très marqué par des pourcentages beaucoup plus élevés que je ne pensais de recours à ces différents mécanismes, tels que Séverine Carco nous les a communiqués. Et je suis donc ravi de pouvoir conclure avec elle sur le fait qu'effectivement, il y a une vivacité démocratique parfois plus forte que ce qu'on imaginerait, et une innovation où les uns et les autres essaient de trouver un bon compromis entre l'énergie et le travail administratif que peuvent demander certains mécanismes et la manière de quand même aller sonder la population. Bonne réflexion sur tout cela
Belle suite de journées, de matinées ou de soirées, c'est selon. Et on se retrouve dans quelques mois pour une saison 3 de Localocratie sur des sujets un peu différents. À très bientôt.